La veille de la fête des mères, ma mère m'exclut de la fête sur notre groupe familial. Son message, validé par les j'aime de mes parents, m'a anéanti. Ils m'ignorent, jusqu'à ce que, 10 minutes plus tard, mon téléphone explose sous leur message. Je m'appelle Sophie Beaumont et j'avais 38 ans lorsqu'un seul message la veille de la fête des mères m'a fait réaliser que, dans ma famille, être utile n'avait jamais signifié être aimé. Tout a commencé par quelque chose de si ordinaire que j'ai presque manqué le moment où ma vie a changé. Je me tenais dans ma cuisine, vérifiant la confirmation finale pour le lendemain matin, m'assurant que la réservation du brunch était confirmée, que les fleurs étaient commandées et que le photographe avait toujours la bonne heure. Tout était déjà géré, tout était déjà payé. Tout était à mon nom, comme toujours lorsque ma famille voulait que quelque chose paraisse sans effort. Puis mon téléphone s'est illuminé avec la discussion de groupe familial. Ma mère m'a mentionné devant tout le monde et a écrit « Reste à la maison demain. Ne viens pas. On en a marre de ta branche de la famille. » Pendant quelques secondes, j'ai juste fixé l'écran. Non pas parce que j'étais confuse, mais parce qu'il n'y avait aucune manière douce de mal comprendre. Mon mari et mes enfants n'étaient pas de la famille pour eux. Ils étaient du bruit. Ils étaient un fardeau. Ils étaient les personnes que ma mère voulait éliminer du tableau avant que les belles photos de la fête des mères ne soient prises. Puis mon père a aimé le message. Un instant plus tard, ma sœur a réagi comme si c'était drôle. J'ai tapé en réponse, c'est donc ce que nous sommes pour vous. Personne n'a répondu. Ils ont juste continué à parler par-dessus moi, plaisantant sur les tenues, le brunch, les fleurs et les vacances d'été qu'ils planifiaient déjà comme si on ne venait pas de me dire de disparaître. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement figé. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé d'expliquer. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, ouvert mes emails, puis mon application bancaire. Puis tous les comptes qu'ils avaient oubliés d'être liés à moi. Ils pensaient que je me présenterais quand même. Ils pensaient que je paierais quand même. Ils pensaient que j'avalerais l'insulte parce que c'est ce que j'avais toujours fait. 10 minutes plus tard, la discussion de groupe a explosé. À 23h, ma sœur m'a mentionné. À 23h11, ma mère m'a mentionné. À 23h15, mon père m'a mentionné. Tous sans arrêt. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que la femme à qui ils avaient dit de rester à la maison était la seule raison pour laquelle la fête des mères avait lieu. J'ai grandi à Nice, sur la Côte d'Azur, dans une maison où l'image comptait plus que l'honnêteté. Ma mère, Hélène Fournier, se souciait profondément de l'apparence de notre famille de l'extérieur. La pelouse devait être tondue avant que les voisins ne le remarquent. La carte de Noël devait être impeccable. Le repas de l'église partagé devait faire dire aux gens, « Hélène, tu fais toujours les choses si joliment. » Mon père, Pierre Fournier, était plus silencieux, mais il protégeait cette image tout aussi férocement en ne la corrigeant jamais quand elle avait tort. Si ma mère disait quelque chose de cruel, il appelait cela du stress. Si ma sœur, Chloé Fournier, créait le chaos, il appelait cela une période difficile. Si je me blessais, il appelait cela être sensible. Chloé était la fille que tout le monde remarquait en premier. Elle avait le sourire éclatant, les cheveux parfaits, une confiance en soi aisée, et le talent de faire en sorte que chaque pièce donne l'impression de l'avoir attendue. Ma mère adorait ça. Chloé était celle dont elle postait des photos. Chloé était celle qu'elle emmenait faire du shopping avant les événements familiaux. Chloé était celle qui était félicitée pour sa présence même lorsque d'autres personnes avaient fait le travail qui rendait l'événement possible. J'étais différente. J'étais la plus pratique, la plus calme, celle qui se souvenait des anniversaires, nettoyait les cuisines, gérait les détails et remarquait les problèmes avant qu'ils ne deviennent embarrassants. Quand j'avais 12 ans, j'ai appris à préparer le dîner parce que ma mère était fatiguée et que Chloé avait sa leçon de danse. Quand j'avais 14 ans, j'ai appris à calmer mon père quand Bill le stressait. Quand j'avais 16 ans, j'ai appris que dire « moi aussi, j'ai besoin d'aide » ne faisait que me faire regarder par tout le monde comme si j'avais rompu un accord tacite. Chloé obtenait de la douceur. J'obtenais des attentes. Si elle pleurait, tout le monde se rassemblait autour d'elle. Si je pleurais, ma mère disait « Sophie, tu es plus forte que ça ». Pendant des années, j'ai cru que c'était un compliment. Je pensais qu'être forte signifiait que l'on me faisait confiance. Je pensais qu'être fiable signifiait que je comptais. Mais en y repensant, je comprends que la force est devenue le mot qu'ils utilisaient chaque fois qu'ils voulaient que j'accepte moins.
Quand Chloé a eu 16 ans, mes parents l'ont aidée à obtenir une décapotable d'occasion parce que ma mère disait qu'elle avait besoin de liberté et de confiance. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un titre de transport et un rappel que l'indépendance forge le caractère. Quand Chloé oubliait ses responsabilités, ma mère disait qu'elle était jeune. Quand je faisais une erreur, j'avais droit à un discours sur la maturité. Chaque leçon dans notre maison semblait avoir deux versions. Une version protégeait Chloé. L'autre version m'entraînait à me sacrifier en silence. La fête des mères en était toujours l'exemple le plus clair. Ma mère la traitait comme une fête royale. Elle s'attendait à des fleurs, un brunch, des cartes, des photos, des cadeaux et de la gratitude. Mais elle semblait rarement intéressée par le genre d'amour qui ne venait pas envelopper de performance. Quand j'avais 17 ans, j'ai économisé de l'argent de mon travail du week-end et lui ai préparé un gâteau au citron fait maison parce qu'elle avait mentionné aimer les desserts au citron quand elle était plus jeune. Je suis resté éveillé tard pour le faire, j'ai nettoyé la cuisine après, et l'ai placé sur le comptoir le lendemain matin avec une carte faite à la main. Elle a souri pendant 2 secondes, puis s'est tournée vers Chloé parce que Chloé lui avait acheté une écharpe d'une boutique du centre-ville. Ma mère a tenu cette écharpe comme un trésor de famille. Mon gâteau est resté intact jusqu'à ce que le glaçage commence à sécher. C'était mon enfance en une seule image. Mon travail était utile. Les gestes de Chloé étaient précieux. Le pire, c'est que personne ne l'a jamais dit ouvertement. Personne ne m'a assise et dit, Sophie, ton travail est de rendre la vie plus facile pour le reste d'entre nous. Ils ont simplement agi comme si c'était vrai jusqu'à ce que je le croie aussi. Si ma mère avait besoin que quelqu'un aille chercher les courses, elle m'appelait. Si mon père avait besoin d'aide pour comprendre une facture, il m'appelait. Si Chloé avait une autre urgence, tout le monde s'attendait à ce que je me soucie plus de la résoudre que de me demander pourquoi cela continuait d'arriver. Et je le faisais. Je me présentais encore et encore parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Je pensais que si je restais assez patiente, donnais assez, pardonnais assez et faisais assez mes preuves, un jour ma famille me regarderait avec la même chaleur qu'elle donnait à Chloé pour sa simple existence. Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, plus je vieillissais, plus ils s'appuyaient sur moi. Leur gratitude diminuait tandis que leurs attentes augmentaient. Au moment où j'ai quitté la maison, j'avais déjà été entraîné à confondre être nécessaire avec être aimé. Cette erreur m'a suivi pendant des années, et elle a failli me coûter la famille que j'avais construite pour moi-même. Quand j'ai épousé Antoine Beaumont, j'ai honnêtement pensé que les choses changeraient. J'avais 30 ans, je construisais une vie stable, je travaillais dur, je payais mes propres factures et je vivais enfin dans une maison où la paix ne dépendait pas de l'approbation de ma mère concernant l'ambiance de la pièce. Antoine était patient d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Il n'élevait pas la voix pour gagner des disputes. Il n'utilisait pas la culpabilité pour obtenir ce qu'il voulait. Il remarquait les petites choses et s'en souvenait. La première fois que ma mère a appelé pendant notre dîner et que je me suis levé automatiquement pour répondre, il m'a regardé en silence. Après avoir raccroché, il a demandé, elle a appelé pour savoir comment tu allais ou parce qu'elle avait besoin de quelque chose? Je l'ai défendu immédiatement. C'était mon habitude. J'ai dit qu'elle était juste débordée. J'ai dit que la famille s'entraide. J'ai dit qu'il ne comprenait pas encore notre dynamique. Antoine n'a pas discuté. Il a juste dit, je comprends plus que tu ne le penses. Il avait raison. Ma mère appelait rarement sans une requête. Mon père me contactait rarement, sauf s'il y avait un problème qu'il voulait que je résolve sans qu'il ait l'impression de l'avoir demandé. Chloé venait par vagues de crises, chacune plus urgente que la précédente, un paiement de voiture en retard, un manque de loyer, une dépense professionnelle, un solde de carte de crédit, une erreur qu'elle présentait comme de la malchance. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde se tournait vers moi comme si j'étais le fond d'urgence qu'il n'avait pas à respecter. Quand notre fille Léa est née, j'ai pensé que devenir mère ferait peut-être enfin que ma mère me verrait différemment. J'ai pensé qu'elle me comprendrait d'une nouvelle manière. Au lieu de cela, elle est venue à l'hôpital, a pris quelques photos, a embrassé Léa sur le front, puis est sortie dans le couloir parce que Chloé était bouleversée par une dispute avec son petit ami. Je me souviens d'être allongé là, épuisé et endolori, écoutant la voix de ma mère devenir douce et concentrée pour Chloé d'une manière qu'elle n'avait pas eue pour moi, même pendant que je tenais ma fille nouveau-née. Je me suis dit de ne pas dramatiser. Je me suis dit, au moins, elle est venue. C'est ainsi que j'ai survécu à ma famille. J'ai abaissé la barre,
puis je les ai remerciés de l'avoir à peine atteinte. Quand notre fils Théo est né, le schéma était encore plus clair. Ma mère est venue tard. Mon père a dit que la circulation était mauvaise. Chloé a envoyé un message expliquant à quel point elle était occupée, d'une manière ou d'une autre, à transformer la naissance de mon fils en une plainte concernant sa semaine. Pourtant, j'ai continué d'essayer. Je les ai invités aux anniversaires. J'ai envoyé des photos. Je me suis assuré que Léa et Théo connaissaient leurs grands-parents et leurs tantes. Je voulais que mes enfants aient la famille que j'avais toujours souhaitée. Mais ma mère ne les a jamais traités comme s'ils appartenaient pleinement à la famille. Léa était trop sensible. Théo était trop bruyant. Antoine était trop calme. Notre emploi du temps était incommode. Notre présence était tolérée. Non bienvenue. Lors des dîners de famille, les histoires de Chloé occupaient toute la table tandis que mes enfants étaient corrigés pour un comportement d'enfant normal. Si Léa posait une question pendant une conversation d'adulte, ma mère me lançait ce sourire contraint qui signifiait « maîtrise ton enfant ». Si Théo riait trop fort, mon père soupirait comme si nous avions apporté le chaos dans un musée. Mais Chloé pouvait arriver en retard, interrompre tout le monde, renverser du vin, se plaindre de ses clients, et être quand même traitée comme l'événement principal de la soirée. Ce qui rendait les choses pires, c'est que je contribuais toujours à payer pour la version de la famille qui nous excluait. Je couvrais les paiements par carte de crédit de ma mère quand elle dépensait trop en vêtements et en décoration d'intérieur qu'elle disait nécessaire pour recevoir. J'ai payé les charges de copropriété en retard pour mes parents après que mon père ait prétendu qu'une erreur de facturation avait créé un problème. J'ai couvert les frais de publicité pour les annonces immobilières de Chloé parce qu'elle disait qu'un mois solide l'aiderait à prendre de l'avance. J'ai payé les acomptes pour les dîners de famille, les locations de vacances et les week-ends qui étaient planifiés autour de tout le monde et expliqués après coup. Cette année-là, la fête des mères était censée être spéciale. Ma mère voulait un brunch au bord de l'eau à Nice, quelque chose d'assez élégant pour les photos, mais suffisamment décontracté pour qu'elle puisse prétendre ne pas faire trop d'efforts. Elle voulait des fleurs sur la table, un photographe pour les portraits de famille, des tons de couleurs assortis et une heure de réservation qui capterait la meilleure lumière près de l'eau. Elle en a parlé pendant des semaines, comme si elle planifiait une publication dans un magazine. Elle n'a jamais demandé si je pouvais me le permettre. Elle a simplement tourné autour du cou jusqu'à ce que j'intervienne comme je l'avais toujours fait. J'ai réservé la salle privée. J'ai payé la compte. J'ai amélioré les fleurs parce que Chloé disait que les arrangements standards faisaient bon marché. J'ai ajouté le photographe parce que ma mère voulait une belle photo de toute la famille pour une fois. J'ai même versé un acompte pour la location de vacances à Saint-Tropez dont ma mère ne cessait de faire allusion dans la discussion de groupe, car elle disait que cet été pourrait être la dernière fois que tout le monde pourrait se réunir avant que la vie ne devienne trop chargée. Antoine m'a regardé faire tout cela avec une tristesse qui m'a rendue défensive. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il m'a juste demandé de faire le calcul. Alors un soir, après que les enfants se soient endormis, je l'ai fait. Entre mes parents, Chloé, les événements familiaux, les urgences et les transferts discrets, j'avais dépensé plus de 27 000 € rien que l'année dernière. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce qu'il se trouble. Puis j'ai quand même continué avec la fête des mères parce qu'une partie de moi pensait que peut-être cette fois, si tout était assez beau, ma mère me regarderait et verrait de l'amour au lieu de l'utilité. La veille de la fête des mères, elle m'a finalement dit ce qu'elle voyait. Elle voyait mon mari et mes enfants comme ma branche de la famille. Elle nous voyait comme quelque chose de séparé, quelque chose de non désiré, quelque chose à laisser à la maison après que mon argent ait déjà fait son travail. Après le message de ma mère, la cuisine est devenue étrangement silencieuse, pas paisible, pas calme, juste silencieuse comme une pièce après que quelque chose se brise et que personne n'a bougé pour ramasser les morceaux. Antoine a lu le message 2 fois. J'ai regardé son visage changer, non pas en colère exactement, mais en ce genre d'immobilité que les gens ont quand la vérité cesse enfin de se cacher. Il a reposé mon téléphone sur le comptoir et a dit, « S'ils ne veulent pas de nous, ils n'ont pas à t'utiliser pour rendre demain beau. » Cette phrase a eu un impact plus fort que tout le reste cette nuit-là. Pendant des années, j'avais été entraîné à séparer l'insulte de l'obligation. Il pouvait me blesser et je continuerais à aider. Il pouvait rejeter mes enfants et je continuerais à payer. Il pouvait traiter Antoine comme un étranger. Et je me présenterais quand même avec un sourire poli parce que maintenir la paix avait toujours été ma responsabilité. Mais les mots d'Antoine ont coupé court à cette vieille habitude. S'il ne voulait pas de nous,
Pourquoi mon nom figurait-il sur chaque réservation? Pourquoi ma carte de crédit retenait-elle le brunch? Pourquoi mon argent sécurisait-il les fleurs, le photographe et les vacances dont ma mère plaisantait comme si j'en avais été effacé? Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je m'attendais à des larmes. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à l'ancienne panique qui me submergeait habituellement chaque fois que j'envisageais de décevoir ma famille. Mais cette fois, il n'y avait que de la clarté. D'abord, j'ai ouvert le portail de réservation du restaurant au bord de l'eau. La salle privée pour la fête des mères était listée sous mon nom avec ma carte liée au solde restant. J'ai regardé les notes que ma mère m'avait fait ajouter. Place près des fenêtres préférées, arrangements floraux doux, espace pour photos de famille, bar à mimosa. Je me suis souvenu de sa voix me disant que cela devait paraître sans effort. J'ai failli rire de ce mot. Sans effort avait toujours signifié mon effort. Suffisamment bien caché pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai cliqué sur annuler. Une fenêtre de confirmation est apparue, me demandant si j'étais sûr. Je l'étais. Puis j'ai ouvert la facture du fleuriste. Les arrangements améliorés que Chloé avait qualifiés de plus chic étaient prévus pour être livrés au restaurant le lendemain matin. J'ai aussi annulé cela. Ensuite est venu le photographe. Cela m'a un peu piqué pendant un moment parce que j'avais imaginé Léa dans une robe bleu pâle, Théo avec son petit sourire tordu, Antoine debout à mes côtés, nous tous enfin inclus dans une photo de famille qui ne nous faisait pas sentir comme des figurants. Puis je me suis souvenu des mots de ma mère, on en a marre de ta branche de la famille. J'ai annulé la session et retiré ma carte. Après cela, j'ai ouvert le compte de location de Saint-Tropez. Ma mère se vantait dans la discussion de groupe à quel point la maison serait parfaite pour l'été, à quel point elle était proche de la plage, à quel point tout le monde pourrait se détendre, à quel point toute la famille avait besoin de passer du temps ensemble. La compte venait de moi. Le compte était sous mon adresse email parce que ma mère disait qu'elle détestait gérer les sites de réservation. J'ai annulé la réservation. La politique de l'établissement retenait une partie de la compte. Et pour une fois, je m'en fichais. Le coût de la perte de cet argent était inférieur au coût de continuer à acheter une place dans une famille qui ne voulait pas de la mienne. Puis je suis passé au paiement régulier. Le prélèvement automatique de la carte de crédit de ma mère était le premier. Elle l'avait qualifié de temporaire 6 mois plus tôt. J'ai retiré mon compte courant. Les charges de copropriété de mes parents étaient les suivantes. Mon père m'avait dit qu'il les reprendrait en mars. Nous étions maintenant en mai. J'ai arrêté le virement programmé. Puis j'ai ouvert la plateforme de marketing que Chloé utilisait pour ses annonces immobilières. Ma carte y était toujours liée parce qu'elle m'avait supplié de couvrir une campagne pendant un mois creux. Ce mois creux était devenu une habitude. J'ai supprimé mon mode de paiement. Chaque clic ressemblait moins à de la vengeance qu'à la restitution d'un poids volé. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'illuminer pendant que je travaillais, mais pas avec des excuses. Il continuait à discuter. Chloé parlait de ce qu'elle comptait porter. Ma mère demandait si le crème ou le vert pâle rendait mieux en photo. Mon père a fait une blague sur le fait qu'il fallait avoir l'air joyeux parce que la fête des mères était plus exigeante que la saison des impôts. Ils étaient à l'aise. C'est ce qui m'a finalement rendu froide. Ils nous avaient insultés et étaient passés à autre chose parce qu'ils croyaient que j'allais l'absorber. Ils croyaient que je reviendrais à la conversation une fois calmé. Ils croyaient que la machine continuerait à fonctionner parce que la machine l'avait toujours fait. À 22h51, le premier email de confirmation est arrivé du restaurant. La réservation de la fête des mères avait été annulée par le titulaire du compte. À 22h54, le photographe a envoyé un avis confirmant l'annulation de la séance. À 22h57, la location de vacances a envoyé un email concernant l'annulation de la réservation. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'ai rien annoncé. J'ai juste posé mon téléphone face vers le bas et me suis assise là, à côté d'Antoine, dans le silence, pour la première fois de ma vie. J'ai permis à ma famille d'expérimenter le résultat de leurs propres mots sans me précipiter pour l'adoucir pour eux. 3 minutes plus tard, le premier tag est arrivé. À exactement 23 heures, Chloé m'a mentionné dans la discussion familiale. Sophie, qu'as-tu fait au photographe? Un second message est arrivé avant que je ne puisse finir de lire le premier. Tu es sérieuse, là?
Répare ça. J'ai fixé l'écran, ne ressentant rien au début. Ni satisfaction, ni panique, ni culpabilité, juste une étrange distance, comme si je regardais une scène que j'avais déjà survécue dans mon esprit de nombreuses fois auparavant. À 23h03, elle a écrit « Maman va être humiliée. Ça t'importe vraiment ?» C'était presque drôle de la manière la plus triste. 10 minutes plus tôt, ma mère m'avait dit de ne pas venir à la fête des mères parce qu'elle en avait marre de ma famille. Maintenant, Chloé voulait que je me soucie de l'humiliation. À 23h11, ma mère m'a mentionné. « Chérie, ne sois pas dramatique. La fête des mères, c'est demain. » Chérie, elle cherchait toujours la douceur quand le contrôle ne fonctionnait plus. Pas quand j'étais blessé, pas quand mes enfants étaient exclus, seulement quand les conséquences arrivaient. Puis elle a écrit « Je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire. » J'ai relu son message original. « Reste à la maison. Ne viens pas. On en a marre de ta branche de la famille. » Il n'y avait aucun malentendu dans ces mots. À 23h15, mon père m'a mentionné. « Appelle-moi tout de suite. Ta mère pleure. » C'était ça. Pas « Tu vas bien ?» Pas « Ce message était mal. » Pas « Je n'aurais pas dû aimer ça. » Sa préoccupation commençait là où les larmes de ma mère commençaient. Les miennes n'avaient jamais été urgentes pour lui. Je n'ai pas répondu. La discussion s'est accélérée. Chloé a dit que je ruinais tout pour une phrase grossière. Ma mère a dit qu'elle avait seulement voulu dire que les enfants pourraient être plus à l'aise à la maison. Mon père a dit que ce n'était pas ainsi que la famille gérait les conflits. J'ai failli répondre « Non, c'est ainsi qu'une famille gère la révocation de son accès. » Mais je me suis arrêté. Antoine était assis à côté de moi à l'îlot de la cuisine, une main posée sur la mienne. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il ne m'a pas dit de leur pardonner. Il a simplement dit « Tu n'as pas à répondre aux personnes qui ne sont désolées que d'avoir perdu quelque chose. » Alors, je suis restée silencieuse. Et dans ce silence, les souvenirs sont venus l'un après l'autre, plus vifs que je ne l'avais imaginé. Je me suis souvenu du 7e anniversaire de Léa quand ma mère avait promis de venir tôt pour aider à décorer, puis avait annulé parce que Chloé avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner visiter une maison pour un client. Je me suis souvenu de la représentation préscolaire de Théo quand mon père a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était fatigué, puis a posté des photos le soir même d'un dîner avec Chloé. Je me suis souvenu de Thanksgiving quand j'ai payé la moitié du traiteur et que je me suis quand même retrouvé à la table pliante près du couloir parce que ma mère disait que la table principale était plus jolie avec moins de chaises. Je me suis souvenu de chaque fois où mes enfants ont été traités comme des perturbations dans une famille que l'on s'attendait toujours à ce que je finance. Vers minuit, ma mère a commencé à appeler. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, puis disparaître, puis clignoter à nouveau. Chloé a appelé ensuite, puis mon père, puis ma mère à nouveau. Les messages vocaux sont arrivés par vagues. La voix de ma mère était douce dans le premier, me disant que tout le monde était émotif et que je devais penser à la situation dans son ensemble. Dans le second, elle pleurait. Dans le troisième, elle a dit « Je la punissais le seul jour censé honorer les mères ». Cette phrase a failli atteindre l'ancienne version de moi. L'ancienne version se serait sentie cruelle. L'ancienne version aurait imaginé sa mère embarrassée devant des proches et se serait précipitée pour tout réparer avant le matin. Mais ensuite, j'ai pensé au genre de mère que je voulais être pour Léa et Théo. Est-ce que je voulais que ma fille me regarde acheter l'amour de personnes qui l'insultaient? Est-ce que je voulais que mon fils apprenne que la famille pouvait manquer de respect à son père et s'attendre toujours à ce que sa mère sourie? Non. Au matin, la situation avait dépassé la discussion de groupe. Le restaurant a libéré la salle privée car aucun paiement de remplacement n'avait été fourni. Le photographe a réservé une autre séance de famille de dernière minute. Le fleuriste a annulé la livraison. La location de Saint-Tropez n'était plus réservée. Le magnifique plan de fête des mères de ma mère, celui qu'elle avait peaufiné pendant des semaines, s'est effondré avant le petit déjeuner. Et la raison de cet effondrement n'était pas que je l'avais détruit. Il s'est effondré parce qu'il avait été construit sur ma volonté d'être irrespecté en silence. Vers 8h30, une tante m'a envoyé un message pour me demander si le brunch avait été déplacé parce que ma mère était vague. Un cousin a demandé pourquoi le photographe avait dit que la séance était annulée. Quelqu'un d'autre a envoyé un message, « Est-ce que tout va bien avec ta maman ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que ma famille craignait vraiment.
Pas la perte du brunch, pas la perte des fleurs. L'exposition. Pendant des années, ils avaient caché leur dépendance à mon égard derrière l'image d'une famille unie et généreuse. Maintenant, l'image se fissurait et pour la première fois, je ne me précipitais pas pour la maintenir. En fin de matinée, ma mère avait cessé de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Ses messages sont devenus plus acerbes, plus nets, plus honnêtes, de la manière dont la panique rend parfois les gens honnêtes. Une bonne fille ne ferait pas ça à sa mère le jour de la fête des mères. Chloé a enchaîné avec « Tu fais honte à tout le monde ». Mon père a écrit « Cela doit être géré en privé ». Celui-là m'a fait marquer une pause. Ils ont toujours voulu que ma douleur soit privée et mon aide publique. Ils voulaient le brunch public. Ils voulaient les photos publiques. Ils voulaient les vacances publiques. Ils voulaient l'image d'unité familiale publique. Mais au moment où la vérité a menacé cette image, soudain la vie privée comptait. J'ai fait du café, me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Antoine a emmené les enfants dans le salon et a allumé les dessins animés, mais Léa est revenue 2 fois pour vérifier comment j'allais. La deuxième fois, elle a demandé « Maman, tu vas bien ?» J'ai regardé ma fille et j'ai réalisé qu'elle m'avait posé la question que mon propre père n'avait toujours pas posée. Je l'ai serré dans mes bras, lui ai dit que j'allais bien et lui ai promis que nous aurions notre propre fête des mères plus tard. Puis je me suis mise au travail. J'ai téléchargé les relevés bancaires. J'ai fouillé dans mes anciens emails. J'ai ouvert Lydia, PayPal, les confirmations de cartes de crédit, les reçus de réservation, les historiques de virements et les captures d'écran que je n'avais jamais prévu d'utiliser. Plus je rassemblais d'éléments, plus le schéma devenait évident. Il y avait les 500 € que j'avais envoyés à ma mère après qu'elle ait dit que la société de cartes de crédit lui mettait la pression. Il y avait les paiements de charges de copropriété que mon père avait dit qu'il rembourserait après 1 mois. Il y avait les frais de marketing immobilier pour les annonces de Chloé. Il y avait les acomptes de restaurants, les contributions aux fêtes, les livraisons d'épicerie, les factures de pharmacie, les factures de réparation, les fonds pour cadeaux. Les acomptes de vacances et les virements d'urgence qui avaient cessé de ressembler à des urgences une fois que j'ai vu à quelle fréquence ils se produisaient. J'ai tout additionné avec soin car je ne voulais pas de drame. Je voulais de la précision. Quand j'ai eu fini, le total pour les 5 dernières années était de 46 870 €. Je suis resté assise là, regardant le chiffre, et pour la première fois, je ne me suis pas senti stupide. Je me suis senti éveillé. Cet argent ne m'avait pas été volé. Mais sa signification avait été tordue. J'avais offert de l'aide comme de l'amour. Il l'avait accepté comme un dû. J'ai pris une photo de la table couverte de reçus imprimés, puis je l'ai postée dans la discussion familiale. En dessous, j'ai écrit « Voici ce que j'ai payé pour cette famille pendant que vous traitiez mon mari et mes enfants de ma branche de la famille. » La discussion est restée silencieuse pendant presque 1 minute complète. Puis ma mère a répondu « La famille s'entraide. » J'ai répondu « La famille se respecte aussi. » Chloé a sauté immédiatement dans la conversation « Tu es manipulatrice. Tu essaies de faire honte à maman le jour de la fête des mères. » J'ai envoyé la capture d'écran du message de ma mère. Puis j'ai envoyé la capture d'écran de mon père Léman et de Chloé réagissant comme si c'était drôle. Je n'ai fait honte à personne, ai-je écrit. J'ai laissé tout le monde voir ce que vous avez dit. Mon père a répondu « Sophie, appelle-moi. Ce n'est pas approprié pour le groupe. » J'ai écrit « C'était approprié pour le groupe quand on m'a dit de ne pas venir. Cela peut rester dans le groupe maintenant. » C'est à ce moment-là que les proches ont commencé à réagir. Ma tante a demandé « Attends, Sophie a payé le brunch ?» Un cousin a écrit « Je pensais qu'Hélène avait tout organisé. » Quelqu'un d'autre a envoyé un message « Pourquoi diriez-vous à ses enfants de ne pas venir ?» Ma mère a essayé de se reprendre rapidement. Elle a écrit que je tordais ses mots, qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait juste une journée calme, que les jeunes enfants rendaient les événements stressants, que j'aurais dû savoir ce qu'elle voulait dire. Chaque explication rendait les choses pires, parce que ce qu'elle voulait dire était exactement le problème. Chloé a envoyé un long message m'accusant de punir tout le monde parce que je ne pouvais pas prendre une blague. J'ai répondu par une seule phrase. Une blague est censée être drôle pour la personne dont on se moque. Puis Chloé a fait l'erreur qui a tout achevé. Elle a écrit « Rien de tout cela ne serait arrivé si tu avais simplement gardé la réservation comme une personne normale. »
J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Non pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle révélait tout. Elle n'a pas dit, rien de tout cela ne serait arrivé si maman ne t'avait pas blessé. Elle n'a pas dit, rien de tout cela ne serait arrivé si papa ne t'avait pas défendu. Elle n'a pas dit, rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas ri. Son problème était que j'avais arrêté de payer. Alors j'ai écrit, merci de clarifier. Vous ne vouliez pas que je sois respecté. Vous vouliez la réservation. Après cela, j'ai envoyé la liste finale. Le brunch de la fête des mères était annulé. Le photographe était annulé. Le fleuriste était annulé. La location de Saint-Tropez était libérée. Ma carte avait été retirée de la plateforme de marketing. Mon compte courant avait été retiré du prélèvement automatique de la carte de crédit de maman. Les virements de charges de copropriété avaient été arrêtés. Toute aide financière future était terminée. Mon père a finalement écrit, « Tu vas vraiment couper les ponts avec ta propre famille pour un seul message ?» J'ai répondu, « Non, je m'éloigne après des années d'avoir été utilisé. » Le message a seulement rendu impossible de continuer à faire semblant. Ma mère a envoyé 3 émojis qui pleurent, puis a écrit, « Je n'arrive pas à croire que ma propre fille m'embarrasse comme ça. » J'ai regardé ces mots et j'ai senti le dernier fil se rompre. Elle pensait toujours que la blessure était son embarras, pas mon exclusion. J'ai écrit un dernier message. J'en ai fini de payer pour être irrespecté. Ne me contactez pas à moins que vous ne soyez prêt à vous excuser auprès d'Antoine, Léa, Théo et moi. Puis j'ai quitté la discussion de groupe. J'ai bloqué Chloé en premier parce que je savais que sa colère serait la plus bruyante. J'ai bloqué ma mère ensuite parce que sa culpabilité serait la plus exercée. J'ai bloqué mon père en dernier parce que son silence les avait protégés trop longtemps. Le silence qui a suivi a semblé étrange pendant environ 2 secondes. Puis il a ressemblé à de l'air. Cet après-midi-là, je ne suis pas allé à un brunch au bord de l'eau. Je n'ai pas arrangé la réservation. Je n'ai pas appelé le fleuriste. Je n'ai pas réconforté ma mère face aux conséquences de ses propres mots. Je suis resté à la maison, non pas parce qu'elle me l'avait dit, mais parce que j'avais choisi la maison où j'étais réellement aimé. Antoine a fait des crêpes pour le dîner parce que Théo insistait sur le fait que les crêpes étaient meilleures quand les adultes cessaient de prétendre qu'elles n'étaient qu'un plat de petit déjeuner. Léa m'a fait une carte couverte de cœurs tordus et a écrit « Merci de nous avoir choisis ». J'ai dû m'asseoir après avoir lu cela. Les enfants remarquent plus que nous ne le souhaitons. Ils remarquent quand leur mère devient silencieuse après certains appels téléphoniques. Ils remarquent quand les adultes les traitent comme des problèmes. Ils remarquent quand l'amour ressemble à quelque chose que leur mère doit gagner. Ce jour-là, j'ai décidé que mes enfants n'apprendraient plus cela de moi. Plus tard, Léa a demandé si j'étais triste que grand-mère ne veuille pas que nous soyons là. Je lui ai dit la vérité de la manière la plus douce possible. J'ai dit, je suis triste qu'elle l'ait dit. Mais je suis fier que nous n'ayons pas supplié d'être aimés. C'est devenu la vraie leçon de la fête des mères dans notre maison. L'amour n'est pas censé vous faire effacer votre propre famille pour en garder une autre à l'aise. Aider les gens peut être beau, mais l'aide sans respect devient un piège. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont la manière dont nous enseignons aux gens que la gentillesse n'est pas la même chose que la permission. Pendant des années, j'ai pensé qu'être une bonne fille signifiait dire oui, payer discrètement, pardonner rapidement et s'assurer que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Mais cela n'a fait qu'apprendre aux mauvaises personnes qu'elles pouvaient me blesser et compter toujours sur moi pour leur faciliter la vie. La leçon que je veux que mes enfants retiennent est différente. La famille devrait être un endroit où votre présence compte plus que votre utilité. La famille ne devrait pas exiger de reçu, de performance ou de sacrifice silencieux. Et si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous résolvez ses problèmes, vous avez le droit de cesser d'appeler cela de l'amour. Quelques jours plus tard, ma mère a envoyé un email qui disait « Je suis désolé si tu t'es senti blessé ». Je l'ai lu une fois et l'ai fermé. Ce n'était pas de la responsabilisation. C'était une tentative de rouvrir la porte sans admettre qu'il avait claqué en premier. Peut-être qu'un jour elle comprendra. Peut-être pas. Mais je ne construis plus ma paix autour de sa capacité à être juste. Ce jour de la fête des mères, j'ai perdu l'illusion de la famille que je pensais avoir. Mais j'ai gagné quelque chose de mieux. J'ai gagné le courage de protéger la famille que j'avais construite. Et si vous avez déjà été la personne sur laquelle tout le monde compte mais que personne ne voit vraiment, j'espère que vous vous en souviendrez.
Vous n'avez pas à continuer à payer le prix d'appartenir à un endroit qui n'accueille que ce que vous apportez. Vous avez le droit de prendre du recul. Vous avez le droit de dire que ça suffit. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et vos enfants est de cesser de prouver votre valeur aux personnes qui ont profité de faire semblant de ne pas l'avoir.